Bonjour François. Bonjour Julien. Alors, comment vas-tu? Je vais très bien, confiné à Arcachon, donc c'est pas l'endroit le pire pour être, sauf que je suis comme tout le monde, je peux pas beaucoup bouger et je peux pas aller faire marcher mon chien sur la plage, mais sinon tout va bien. Et comment occupes-tu tes journées? Écoute, j'avais beaucoup de travail à faire, je voulais de toute façon le faire, j'étais même descendu avant le confinement pour faire de la peinture, un peu de bricolage, et bien j'ai le temps de le faire, alors je fignole, je prends mon temps, et puis en fait, dans la mine de rien, les journées passent relativement vite, et voilà, je prends mon mal en patience. Et tu as une voiture un peu à entretenir sur place ou tu es plutôt dans le bricolage à la maison? Là, je suis vraiment en bricolage maison. J'ai fait beaucoup de peinture, donc c'est une maison où les plafonds sont un peu hauts, donc beaucoup d'enduit, de ponçage. C'est pas peindre qui est difficile, c'est toute la préparation. Tout le monde connaît ça. Et non, j'ai pas fait du tout de mécanique depuis longtemps. Bon, si t'as pas de voiture sur place, je crois quand même que t'es quelqu'un qui a une sensibilité à la mécanique et tu aimes faire de la mécanique. Alors j'adore ça, et ici j'ai bien sûr une moto, j'ai une vieille Triumph, donc une anglaise, donc je bricole beaucoup, oui, c'est l'avantage des tâches des Triumph, ça nécessite pas mal de temps parce que ça tombe en panne, je parle des Mhm. anciennes, je parle pas des modernes, et voilà, j'ai une Triumph Bonneville de 1969, c'est formidable mais ça tombe en panne. Donc je bricole, je lustre, je fais les chromes, je fais des carters en alu, voilà. D'où te vient Pardon? cette passion pour la mécanique? J'ai lu quelque part que quand tu étais plus jeune, en 72, tu as même été chez Matra F1 à un moment. Oui, c'est vrai. J'étais balayeur, hein, donc c'était un niveau quand même assez limité en mécanique. Moi, j'ai toujours adoré ça, la mécanique. En fait, un peu particulièrement, c'est un peu bizarre, mais je suis arrivé à la compétition par l'amour de la mécanique, par le fait d'avoir fait voiture. Après, je me suis pris de goût pour la compétition en elle-même, mais j'ai oublié le côté mécanique pour me passionner par le pilotage, qui reste quelque chose qui vraiment me passionne. Mais j'aime le côté, j'aime les boulons, j'aime serrer des boulons, les desserrer, j'aime ce qui est beau. Ouais, j'aime beaucoup la mécanique. Donc, j'aurai toujours quelques petits trucs à bricoler. Et je trouve que les motos prennent moins de place que les Mhm. voitures, donc sont plus faciles à entretenir. Et comment est venue ta passion pour le pilotage? Quelles ont été tes premières expériences en pilote? Alors, mes premières expériences, c'était sur la terre parce que j'habitais à Compiègne, dans l'Oise, et à côté de Compiègne, il y avait un rallye qui s'appelait le rallye infernal. Il y avait des vieilles voitures un peu, c'était plutôt des épaves qu'autre chose. Il n'y avait pas encore de vraies belles voitures, des vrais buggy comme on a fait plus tard. Et puis, ben, voilà, j'ai fait ça, j'ai construit mon propre buggy pour pouvoir disputer ces épreuves. Et puis, en fait, ben, petit à petit, c'est la performance qui m'a fait me passionner par le pilotage. Je me souviens très bien qu'un des premiers rallyes infernales que j'ai fait, on m'a dit tu es en tête, mais je ne savais même pas les temps que je faisais, je m'y intéressais pas beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était de participer. Et bon, on va passer un peu rapidement ta carrière, mais peut-être. Alors, je vais te raconter quand même une anecdote formidable, c'est que je suis descendu en mobilette voir le premier Grand Prix que j'ai vu, c'était à Charade. Ensuite, j'étais voir le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring en 71, toujours en mobilette, hein. Et je suis redescendu à Charade en 72 et comme Matra connaissait un petit peu, ils m'ont donné un balai, ils m'ont permis de balayer les stands et je vais raconter cette anecdote extraordinaire. La F1 n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant. Et ils m'ont dit, est-ce que toi qui es étudiant, tu as 20 ans, est-ce que tu veux bien dormir dans le box où on va laisser la Matra cette nuit? Et donc, on m'a mis un lit de camp dans un petit box, dans un garage, dans lequel il y avait la MS 120D de Chris Amon, qui était en pole position pour le Grand Prix de France à Charades, et dormi dans le box avec la voiture. Ouais, maintenant, c'est absolument impossible. Et j'ai été réveillé à 5 heures du matin parce que dans le box d'à côté, il y avait la Brabham de Jackie X. Il courait avec une Brabham Cosworth. Et ils ont changé le moteur dans la nuit et après lesquels route le moteur vers 5 heures du matin. Et un Cosworth dans le box d'à côté, c'est quand même très très difficile de rester endormi. Et tu avais pu rester avec l'équipe pendant le Grand Prix. Il me semble que ça s'est terminé par une crevaison ou quelque chose comme ça, la course de Chris Ouais, Amon. c'est ça. Amon a crevé, tu te souviens, c'était ce Grand Prix où il y avait les bas-côtés. Ben, Charade, c'est le fameux Grand Prix où Helmut Marko a perdu son œil Mhm. et devant une pierre. Et Amon a sans doute roulé dans une bordure où il a roulé sur une pierre qui a été projetée par quelqu'un d'autre. Et malheureusement, il a crevé.
Et je me souviens, mais alors à l'époque, rien n'était préparé pour changer la roue. Ça a pris un temps, ça a pris peut-être 1 minute, ce qui n'est pas beaucoup, mais quand on voit les changements maintenant. Et je crois que c'est Stewart qui gagne. Ouais, Enfin, Hamon a fait troisième. A fini troisième. mais il y a quelque chose qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui tu es ouvreur, donc on y reviendra plus tard sur le Tour Auto Optique 2000, et tu es aussi le dernier vainqueur du Tour de France automobile dans son ancienne version, c'est-à-dire à l'époque où l'épreuve se disputait avec des voitures modernes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Oui. cette époque-là du Tour de France automobile? Alors, oui, bien sûr, malheureusement, dès que j'ai commencé le Tour Auto en 82, c'était déjà un grand rallye. Mhm. Mais il y a eu des Tours Auto extraordinaires. C'était vraiment une épreuve mythique encore à cette époque-là. 83 avec une bagarre absolument extraordinaire. On était toujours 4 ou 5 R5 Turbo. Mhm. Guy Fréquin avec la Manta, Béguin qui était avec la M1, Terrier était avec une Porsche cette année-là. Enfin, c'était vraiment des grosses bagarres. C'était mythique parce qu'on faisait, c'était des grandes spéciales, c'était le col de l'Arzelier, c'était bien sûr toutes les grandes spéciales ou du Monte Carlo ou de différents rallyes. Je l'ai fait en partant de différentes villes et oui, c'était vraiment une épreuve très particulière avec des nuits et des jours sur la route. Et j'ai aimé le Tour Auto d'emblée dès que j'ai commencé à pouvoir le faire. Après ce passage chez Renault, donc tu conduisais une BMW M3, et comment tu arrivais à conduire cette voiture, puisque je crois qu'elle a été préparée par ProDrive donc en Angleterre, c'est ça? Eh bien, en fait, c'est un petit peu le hasard des choses. En 1987, moi j'étais chez Renault en championnat du monde avec la R11 et Bernard Béguin a été malade et on m'a demandé de le remplacer au pied levé au Critérium des Cévennes. À l'époque, la voiture n'était pas du tout encore, elle était déjà ProDrive. Et voilà, je suis monté dans la BM après une journée d'essai et une journée de reconnaissance. Et puis ça, j'ai fini deuxième, je crois, derrière Didier Auriol. Et voilà, et Didier Maîtré m'a proposé de rejoindre l'équipe en 88, peut-être à cause de ce rallye. C'est vrai que ton premier essai avec ProDrive en Angleterre, tu avais oublié de rouler sur la route à gauche. Alors c'est vrai que ça m'est arrivé, que j'ai même eu un accident, je ne sais pas si c'est lors du premier essai, c'est peut-être l'année d'après malheureusement, mais j'ai fait cette énorme connerie d'avoir un accident en Angleterre et en roulant à droite un matin, je suis parti et un changement, j'ai roulé à gauche en sortant de la maison et puis à un carrefour, j'ai fait comme tout le monde, je me suis remis à droite. Comment cette BMW M3 arrive à être performante par rapport à des 4 roues motrices? Alors, elle était performante sur le goudron, bien sûr, pas sur la terre face à une 4 roues motrices, mais sur le goudron, c'était une voiture très équilibrée, relativement légère. La meilleure des M3 que j'ai conduite au Tour de Corse, elle faisait 1012 kilos, c'est pas beaucoup, hein. On était vraiment à la limite de la tonne, alors que les 4 roues motrices étaient forcément plus lourdes. Et puis, ça marchait vraiment très bien. On arrivait à passer des gommes tendres malgré la taille des pneus et on avait beaucoup de grippe. C'était une voiture, la M3 2 série est une voiture déjà extraordinaire avec un très bel équilibre entre l'avant et l'arrière. Et la voiture de course était encore plus extraordinaire. Et puis moi j'ai toujours eu le goût des propulsions. C'est un peu, je suis né dedans. La série des R5 Turbo m'a évidemment d'exacerber ce feeling. Alors bien sûr, les 4 roues motrices, c'est ce qu'il y a de mieux à conduire. Et une 2 roues motrices propulsion, c'est formidable. Si c'est bien équilibré, c'est formidable. Mhm. Tu parlais des pneus, et je crois que justement à l'époque tu mettais vraiment l'accent sur le travail avec Pirelli pour développer des pneumatiques efficaces sur la M3, c'est ça? Alors Pirelli avait fait un pneu extraordinaire qui s'appelait le D5, qui était un pneu tendre. Et je m'étais surtout rendu compte après une séance d'essai que le pneu était génial. Et si on arrivait à se retenir un petit peu de glisser, on pouvait le mener beaucoup plus loin que ce que prévoyait le constructeur. Et petit à petit, en fait, je me suis contraint à n'utiliser que ce pneu-là et à conduire un peu différemment. Et voilà, et ça a fait que je crois que j'ai beaucoup gagné aussi grâce à ce fameux Pirelli D5. La voiture avait une autre grande qualité, c'est sa fiabilité. Il me semble qu'en 89, tu as fini tous les rallyes de la saison. Tous les rallyes, absolument. C'était vraiment incassable. C'était une voiture extraordinaire. On tirait sur le moteur, on prenait 9000 tours en permanence, mais c'était très fiable. J'ai cassé une fois un arbre de roue, c'est en 89.
en 90, comme tu disais, 89, j'ai jamais cassé. Et oui, c'était une voiture extraordinaire et on a réussi à avoir vraiment un très bon mode d'emploi. Et après, quand on sait bien servir d'un engin, d'une voiture, ben on devient bon parce qu'on ne fait pas d'erreur de. Je faisais pas d'erreur de choix de pneus, je mettais toujours le même. Je mettais toujours ce fameux D5, mais ça permettait aussi de rouler ce qu'on appelle au carré, c'est-à-dire de mettre les mêmes gommes devant et derrière et d'appuyer beaucoup le train avant, de faire en sorte que le danger, c'est de trop survirer avec une propulsion et donc de surchauffer l'arrière. Donc le secret, c'est de conduire en appuyant beaucoup l'avant, comme on fait en circuit. J'avais appelé Guy Fréquelin, qui nous avait beaucoup battu à l'époque de la R5 Turbo avec ses Manta ou Ascona, qui était ce même type de voiture, moteur avant et roue arrière motrice, en lui demandant un peu quel était son secret. Et il m'avait dit, mets la barre anti-roulis la plus grosse devant et ne l'enlève jamais. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses. Il ne faut surtout pas conduire une propulsion. C'est encore vrai pour ceux qui en conduisent maintenant. Alors sur des spéciales du Tour Auto qui sont courtes, il n'y a pas de souci, hein, sur 10 km. Mais si on commence à avoir des spéciales longues, on peut dégrader les pneus arrière et donc il faut appuyer l'avant. Tout à l'heure, tu disais que tu regrettais de ne pas avoir connu le Tour de France automobile au temps où on enchaînait les circuits et les épreuves spéciales. Mais en revanche, cette BMW M3, tu as eu la chance de la conduire à la fois en rallye, mais aussi sur circuit. J'ai découvert en préparant l'interview que tu avais fait les 24 heures de Spa. Ah ouais, j'en ai fait beaucoup. J'ai même débuté à Spa. Ça, c'était quand même extraordinaire avec Salam et des Sticks qui étaient deux pilotes adorables, des amateurs français mais très bons. Et Bernard Salam et Pierre Destic, et qui m'avait d'ailleurs il m'avait dit, oh ben toi t'es le jeune, t'es bon, tu vas faire le départ. Donc imagine la première course en circuit où j'ai pris un départ, c'est au milieu du peloton à Spa. Et ben j'en ai pas vraiment large. Mais j'ai absolument adoré Spa comme tous les pilotes de rallye. Moi en fait j'aurais adoré être pilote de circuit. Ça paraît bizarre de dire ça, je regrette rien de ce que j'ai fait. Mais j'adorais ça, le circuit. Et sans prétention, j'étais pas mauvais à Spa parce que voilà, les conditions sous la pluie en M3, c'était formidable. J'ai vu que tu avais fait 4e et 5e en 88-89, donc en effet, ça marchait bien. Oh oui, mais on aurait même dû gagner une année où j'ai fait moi une bêtise. On a été très très bien. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir et fait des relais extraordinaires sous la pluie à Spa. Et puis j'ai même couru aussi avec la Toyota après, dans la Toyota d'usine Carina, où je crois qu'on a cassé, mais on était très très bien aussi. On sait, François, que tu as fait l'essentiel de ta carrière en championnat de France des rallyes, mais tu as aussi fait plusieurs manches de championnat du monde et tu as 4 podiums en championnat du monde des rallyes chaque fois au Tour de Corse. Est-ce que c'est un regret de ne pas avoir gagné une manche de championnat du monde ? Oui, bien sûr, c'est un regret quand même. Mais un peu mon parcours un peu particulier d'avoir fait des études, ça m'a décalé dans le temps et ça a fait que malheureusement j'étais un peu vieux au moment où je suis arrivé en mondial. En 93, après l'époque Subaru compliquée, puisqu'on essuyait les plâtres avec Marco Allen, c'était avec l'Impreza avant, avec la Legacy avant que l'Impreza arrive. Et j'ai signé chez Nissan avec Tommy Mäkinen. Et malheureusement, au bout de 3 courses, le programme a été interrompu. Tommy a pu rebondir et il est devenu champion du monde. Et moi, j'ai pas rebondi parce que j'avais déjà 40 ans et que voilà, ma carrière est trop décalée dans le temps. Je regrette. J'aurais aimé, bien sûr, faire plus de championnats du monde et gagner quelques épreuves. C'est une voiture qui aurait pu marcher, la Nissan ? Oui, ça aurait pu marcher si les Japonais avaient été un tout petit peu plus humbles. C'était complètement fou. C'est que la voiture était totalement nouvelle. Ça, c'était pas encore dramatique, mais on était parti avec des pneus Dunlop qui n'avaient aucune expérience du rallye à l'époque. Donc, tous les paramètres étaient compliqués à mettre au point. Donc, on aurait eu des bons vieux Michelin comme tout le monde. Ça aurait été un paramètre sans souci. Je pense que oui, on avait fait des temps corrects avec Tommy. On s'était bien frité
au Monte Carlo. C'était loin d'être idiot, mais malheureusement, ce qui est fou, c'est que on était avec Mäkinen et Blomqvist qui faisaient des essais avec nous. On était au Japon pendant qu'ils ont annoncé l'arrêt du programme en Europe. C'est une voiture qui avait un gabarit qui finalement ressemble à ce qui s'est fait des années après avec les 206 WRC, etc. Donc, mais bien sûr, mais je crois, alors je suis pas dans le secret, mais je crois que le promoteur du rallye avait juré au board qu'ils allaient gagner immédiatement, ce qui était impossible. Mais je crois que j'ai fini 5e au Portugal. C'était pas ridicule sur la terre, mais encore une fois, je te dis, on aurait eu des pneus corrects, des Michelin ou des Pirelli, des pneus un peu standards, je dirais. On aurait fait des choses pas mal. Je suis sûr qu'en 94, on aurait été dans le coup. Mais bon, c'est la vie. Et aujourd'hui, est-ce qu'il t'arrive encore, tiens par exemple la BMW M3, est-ce qu'il t'est arrivé de la repiloter, d'avoir des occasions de la reconduire dans d'autres circonstances? Oui, je l'ai reconduit. Il y a un propriétaire d'une de mes anciennes voitures qui m'a demandé de faire l'ouverture d'un rallye en Belgique que j'ai fait il y a 4 ou 5 ans. Oui, je reconduis toutes ces voitures avec beaucoup de tendresse parce qu'elles sont incroyables. Mais je vais être honnête, par moments, je me demande comment on arrivait à les conduire. Mais on était jeunes, on était physiquement affûtés. En parlant de la BMW M3, tout le monde, tous les gens qui en ont maintenant me disent mais comment c'est possible de rouler sans direction assistée? Ils ont tous des crémaillères à assistance électrique. Et nous, on n'a jamais eu de direction assistée. C'était pas homologué sur la voiture. Ouais. Mais on était habitués. C'était lourd, mais voilà, on était habitués. Donc inutile de dire, quand tu remets les fesses là-dedans, ça fait bizarre. Et tu retrouves tes sensations quand même? Oui, tu retrouves des sensations, bien sûr, tu retrouves des sensations. Mais je ne retrouverai jamais ce que j'ai connu en 89-90, cette sensation extraordinaire de dominer le sujet et de pouvoir aller très très loin avec, de faire des choses incroyables. Parce qu'on est tellement entraîné, parce qu'on est tellement motivé. Ça, c'est le sport de très haut niveau. À un moment, j'ai eu l'énorme plaisir d'y goûter. Et voilà. Alors, je retrouve quelques petites sensations, évidemment, mais bon, on est loin du compte. C'est pour ça que les vieux pilotes qui croient encore qu'ils peuvent gagner, c'est juste qu'ils sont pas lucides. Quand tu participes à des événements comme le Tour Auto, est-ce que les gens te parlent encore de cette époque-là? Ah oui, c'est incroyable, que ce soit avec la Maxi 5 ou la BMW. Oui, c'est incroyable. Les gens viennent me faire signer des petites miniatures. Il y a un jour un monsieur qui est venu me voir qui m'a dit, vous savez, moi j'étais dans le Mont Aigoual, j'étais tout seul dans un virage, je me souviendrai toute ma vie, je vous ai vu arriver, c'est un souvenir incroyable. Voilà, c'est génial que des gens et fait souvent des kilomètres à pied et se souviennent d'un passage parce que voilà, ce jour-là, ils étaient au bon endroit. Ah, c'est vrai que c'est associé à une certaine époque du sport auto. Des noms comme Chatriot, Sabi ou Loubet, ça nous renvoie tout de suite à Automoto des années 90 avec Christian Vella et ses reportages, quoi. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. C'est Christian Vella nous demandant, voilà, c'était des très bonnes relations. Oui, c'est exactement ça. On était concurrents, mais vraiment très très proches avec Yves Loubet dont tu parlais. On est vraiment très copains. On a reconnu en 93 avec Didier Auriol, on est tous les deux les pilotes d'usine et Yves conduit une Toyota privée et on a reconnu tout le temps ensemble. On lui prêtait notre mulet. Il y avait une très très belle entraide. C'est une belle période. Je crois qu'on a eu une belle période. Chaque année, tu participes au Tour Auto Optique 2000 en tant qu'ouvreur. En quoi consiste ton rôle? Alors, j'ai deux rôles bien particuliers. D'abord, je pars avec Isabelle Lebon, qui est la co-organisatrice, la co-directrice du rallye. Donc, j'ai vraiment une responsabilité parce qu'on va voir, puisqu'on est la première voiture sur la route, on va voir que tout est en place, que les officiels sont bien là, qu'il n'y a pas de souci. Ça nous est arrivé de faire annuler une spéciale parce qu'elle me disait qu'est-ce que tu en penses au niveau sécurité. Et je trouvais que la route n'était pas bien fermée, qu'il y avait des dangers, qu'il y avait différents problèmes. Donc il y a voilà, ce rôle d'officiel de bien voir que tout est en place et que tout marche bien. Et en plus, il faut faire le temps pour la régularité. Tu sais qu'au Tour Auto, maintenant, il y a deux catégories. Il y a ceux qui font la course contre le chronomètre, ce que nous, on a toujours fait. Et puis la régularité, où les concurrents vont se battre contre le chronomètre, mais en annonçant la moyenne qu'ils vont faire.
Et donc, il décide de prendre la moyenne haute, c'est 30% de montant, moyenne 40% et base 50%. Donc, je dois faire le temps de base. Et inutile de dire que de temps en temps, j'ai un vieux démon de midi qui fait que j'attaque comme un malade, malgré que ce ne soit pas une voiture de course, mais une M3 ou une M2 compétition moderne, ce sont des voitures hallucinantes, quoi. Une voiture de série maintenant qui fait 450 chevaux, c'est aussi performant que ma M3 de compétition de 90. Et donc, voilà, je fais des temps pour que les concurrents aient une base. Et puis, j'ai retrouvé quelque chose qui est assez étonnant, c'est que j'ai débuté sur la Terre en rallye sur Terre tout-terrain qui était à parcours secret. Donc, moi, j'étais habitué au parcours secret. Et donc, je retrouve cette sensation qu'on a, quelque chose qui m'est revenu 30 ans après l'avoir oublié, puisqu'après, j'ai roulé, bien sûr, avec des notes. Mais là, il n'y a pas de notes et tu te fies à la montagne, aux arbres, à je sais pas quoi. Il y a quelque chose qui fait que tu dis, celui-là, il va se refermer. Et il se referme. Et donc, c'est bien parce que tu n'as pas tout de suite réaccéléré. Donc, ça réactive quelques vieux sentiments d'osmose avec la route, de la lecture de la route que j'adorais faire. Donc, je me régale quand même. Hein. Et puis, alors, les spéciales que choisit Patrick Peter et son organisation, elles sont juste géniales, quoi. C'est toujours des routes incroyables. Alors, il manque un peu la longueur, mais on peut, voilà, les temps ont changé. On ne peut pas, avec des voitures très anciennes, faire des spéciales de 50 ou 30 km. C'est pas possible. Tu reconnais des morceaux de spéciales que tu as connus à l'époque ? Évidemment, si tu veux, quand tu fais le début du Moulineau, même si ça s'arrête à Saint-Julien-du-Gard, je me souviens absolument plus de chaque virage, mais je sais que ça tourne, c'est infernal. L'année dernière, on a fait le col de Valferrière, Combes-Valferrière. Excuse-moi, j'ai le téléphone qui sonne, donc je vais l'arrêter. On a fait le Combes-Valferrière. J'adorais cette spéciale en M3, et ben, je l'ai retrouvée, c'est une spéciale très rapide. Alors je m'en souviens pas bien, mais je me souviens du profil, tu vois, c'est ça qui est important, donc tu sais si c'est très serré, donc tu trouves très vite le bon rythme. Ah oui, le Tour Auto prend des très très belles spéciales, pas toujours que je connais, il y en a que je connais pas. Et alors on fait ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'on fait des circuits. Donc j'ai le plaisir de rouler sur tous ces circuits formidables, que ce soit le Ricard. Il y en a un qui te plaît particulièrement dans les circuits que tu as pu faire ? Oui, c'est un circuit que j'ai découvert grâce au Tour Auto, c'est le circuit de la Bresse, à Bourg-en-Bresse, qui est tout à fait formidable parce que c'est pas très rapide et ça convient très très bien à une voiture de série. Donc j'aime beaucoup ce circuit. Et pour conclure, est-ce que tu as une bonne lecture ou un bon film à nous conseiller ? Eh bien, je conseillerais à tout le monde de voir un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est Le Mans 66, qui est formidable. Mais alors, en vous conseillant une chose, même si vous n'êtes pas anglophile, voyez-le en anglais, même sous-titré, parce que c'est beaucoup mieux. J'ai été le voir en français, ça m'a tellement déçu que j'ai été le revoir en anglais. Et je trouve que c'est très très beau. Pas tellement les scènes de voiture, parce qu'effectivement, les pilotes qui se regardent à 300 à l'œil avec l'œil mauvais de Bob Kramer en train de regarder Michel Vaillant, ça c'est dans Michel Vaillant. Quand on est à 300, on a quand même tendance à regarder droit devant soi. Et oui, moi j'ai beaucoup aimé ce film à cause de l'ambiance générale, justement, à cause de ce qui est en dehors de la compétition, mais qui est assez bien traduit. Alors, une petite lecture, eh bien, je vais prendre ma casquette médicale. Ceux qui ne savent pas quoi faire, qui ont un peu de temps libre en cette période de confinement, relisez la thèse de Céline. Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain, était médecin, vous savez, qui s'appelait Destouches, et sa thèse de médecin s'appelle La vie et l'œuvre de Samuel Weiss, qui est une histoire extraordinaire de ce médecin hongrois qui avait 50 ans d'avance avant tout le monde et qui avait trouvé cette chose extraordinaire que la maladie, faut le lire, se propageait par les mains à l'époque. La fièvre puerpérale qui tuait les femmes accouchantes se propageait par les mains. Et je trouve que c'est un texte qui est vraiment d'actualité en ce moment. Bon, François, il est temps de te remercier et de te dire au revoir, dans l'attente de te revoir fin août au Valais sur les routes du Tour Auto. Et soyez tous prudents. Respecter le confinement, on a que ça à faire, on est tous dans la même chaîne, on est tous solidaires, donc il faut y arriver pour être sortis le plus vite possible.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, François. À bientôt, Julien. Au Salut, revoir. au revoir.